Clément Baron, j'ai travaillé 8 ans au Centre national d'études spatiales sur la localisation de lanceurs. Je suis actuellement directeur technique d'agriculture. Et j'ai participé à sa fondation il y a de ça 6 ans. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs. On travaille sur des solutions pour rendre autonomes des machines agricoles autour de compétences comme le positionnement sécuritaire, l'autoguidage, la connectivité et plein d'autres choses. Mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Ce que je vous propose avant d'aller manger, c'est une récréation technologique autour du GNSS RTK, parce qu'on utilise beaucoup de GNSS, on ne sait pas toujours comment ça marche. Et donc une récréation technologique, et puis ensuite un problème d'ingénieur, pour savoir comment on peut utiliser cette techno, somme toute hyper complexe, pour de la sécurité que demandent les robots agricoles. Alors, je vais faire rapidement. Promis, je ne terminerai pas avant midi, mais je vais me dépêcher. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter l'ensemble des satellites qui tournent autour de notre planète pour nous positionner. Il faut savoir quand même qu'il y en a pas mal, des Américains, des Européens, des Russes, des Chinois, et puis plein de systèmes localisés d'augmentation de la connexion, que ce soit au-dessus du Japon, au-dessus de l'Inde, dans différentes régions du monde. Alors, le principe du GPS, vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est la beauté de la techno. Peut-être parmi vous, certains savent déjà très bien comment ça marche depuis fait et par là. Et sinon, rapidement. Donc, le principe du GPS, c'est qu'on a des satellites répartis de manière homogène partout dans le ciel qui envoient en permanence leur position et leur horloge. Donc, on connaît le temps d'émission, puisqu'ils nous l'envoient, on connaît le temps de réception, grâce à la forme du signal qui est adaptée pour bien mesurer pour mesurer avec précision l'instant de réception. Connaissant également la vitesse de propagation, qui est la vitesse de la lumière, on va pouvoir connaître la distance qui nous sépare du GPS. Alors, du satellite. Donc, on a un satellite, on sait qu'on a une certaine distance, donc on se situe sur une sphère centrée sur ce satellite. On est à une autre distance d'un autre satellite, donc on est également sur une sphère autour de ce satellite. Et donc, notre position, c'est l'intersection entre les sphères. On connaît comme chaque distance, on la connaît avec une précision plus ou moins grande, on a une marge d'erreur sur notre position. Et justement, il y a un paquet d'erreurs qui affectent les technologies. Il y a un paquet d'erreurs qui affectent les mesures de distance au satellite. Donc, si on considère la mesure de distance physique, du satellite, qui serait cette mesure de distance, qui est la pure distance liée au temps de propagation du signal. On a également des erreurs liées au satellite, à leur orbite, à la connaissance de leur orbite. Également des erreurs à la traversée de l'atmosphère, donc la ionosphère, qui sont les hautes couches de l'atmosphère, qui sont très sensibles aux perturbations solaires et donc qui vont perturber le déplacement, enfin le temps de propagation de l'onde et du coup la mesure de distance, ainsi que des mesures dans les couches plus basses de l'atmosphère, et avec des phénomènes de réfraction par exemple, et puis plein de problèmes technologiques dus à nos récepteurs, qui sont sans doute vachement moins précis que les horloges des satellites. Et donc, comment on fait pour résoudre toutes ces erreurs? Donc là, le GNSS RTK rentre dans les familles de ce qu'on appelle des GNSS différentiels, comme peuvent l'être également les algorithmes de PPP, c'est-à-dire qu'on va installer une référence en bout de champ, ou alors des références, on va mailler un territoire et on va faire du NRTK, du network RTK, où on va diffuser finalement des données issues de stations de référence. On va, en comparant aux données reçues par notre satellite, pouvoir estimer ces erreurs. Alors, ou bien les estimer, comme c'est le cas des algorithmes de PPP, ou bien les soustraire. Donc, les soustraire, donc ça c'est les algorithmes de GPS différentiels comme le RTK. C'est-à-dire qu'on reçoit des données ici, on reçoit également les données de la base fixe et par des jeux de soustraction, on va s'affranchir de toutes les erreurs communes au prix, en revanche, d'une position relative à la station de référence. Alors, j'aurais aimé vous présenter dans le détail la langue du satellite parce que c'est quand même hyper élégant. Mais donc, il y a juste deux infos à retenir, c'est qu'il y a on va se brancher à une certaine fréquence, telle que vous la sélectionnerez, vous sélectionneriez sur votre récepteur radio pour capter votre station préférée. Donc ici, la fréquence d'origine du satellite, c'est à 1,5 GHz.
on va moduler. Alors, ça veut dire quoi moduler une fréquence? Là, on module en phase. C'est-à-dire que quand on va envoyer un 0, eh ben, on va garder le signal de référence. Quand on va envoyer un 1, on va le décaler d'une demi-période, ce qui va nous donner un saut de phase. Et donc, le récepteur au sol va simplement s'accrocher à la fréquence de référence. Et puis, quand il voit, tiens, elle devait être en haut, puis pouf, elle part vers le bas, il va compter un bit 1 ou 0 ou 1 ou 0. Donc, ça c'est comme ça qu'on transmet des informations. Et typiquement, c'est comme ça qu'on transmet l'horloge et la position du satellite. Une onde, donc ça part à la vitesse de la lumière, à 1,5 GHz. On imagine qu'il part du satellite une petite onde comme ça, entre deux sommets, la longueur d'onde est de 19 cm. 19 cm, vous allez voir, ça va être important pour comprendre le RTK. En revanche, un chip ici, utilisé pour le code, pour pouvoir bien dater la réception dans des récepteurs classiques, celui-là, il est de 300 mètres. Donc, le récepteur de notre téléphone, pour positionner, pour mesurer sa distance par rapport au satellite, il va essayer de se caler sur le chip de 300 mètres. Il va le caler dans le temps. Tiens, quand est-ce que je l'ai reçu? Et s'il est très précis, eh ben, il va peut-être avoir 1 mètre, 2 mètres de précision, une fois qu'il a dégagé toutes les erreurs qu'on a vues plus haut. Et il va avoir 1 ou 2 mètres de précision, ce qui, quand même, par rapport à un chip de 300 mètres, en proportion, c'est pas mal. Et donc, c'est pas du tout comme ça qu'on fait en RTK, parce qu'on a besoin d'une précision centimétrique. Enfin, l'enjeu, c'est d'avoir une position centimétrique. En RTK, on va s'intéresser exclusivement à ce qu'on appelle la phase, c'est-à-dire où est-ce qu'on est sur le cycle de cette sinusoïde. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt sur la phase remontante? Et donc, c'est une mesure que donne le récepteur GNSS. Il va nous dire, eh ben, tu es plutôt au milieu du cycle, ou au début du cycle, ou à la fin du cycle. Voilà. Ce qui va nous dire, tu es plutôt à 2 cm, modulo n fois 19 cm, ou plutôt à 5 cm. Voilà. Ça nous fait une belle jambe, parce que le n fois 19 cm, je vous laisse imaginer le nombre de n qu'il faut pour aller jusqu'au 20 000, 26 000 km du satellite. Il y a un nombre, enfin, donc, on est hyper loin du satellite, et on sait juste qu'on est à 5 cm, plus ou moins n fois 19 cm, de ce satellite, de ce satellite, de ce satellite. Vous vous souvenez des sphères? Et donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on n'est pas sur une sphère du satellite, on est bien sur, ou bien cette sphère qui est 19 cm plus loin, ou bien celle-là qui est 19 cm plus loin, et pareil pour chaque satellite. Et du coup, la position du récepteur, celle qu'on cherche, ça va être l'intersection de ces sphères. Alors, on a une quinzaine de satellites visibles dans un champ. Donc, on imagine les 15 sphères fois n, bref, les millions de possibilités qu'on appelle des ambiguïtés sur lesquelles peut se trouver notre récepteur. Je me dépêche, tout à fait. Donc, voilà, ça c'était la récréation technologique pour dire que le but du FTK, c'est de trouver la bonne ambiguïté. Alors, quand on a des millions de possibilités, il y a quand même pas mal de chances de se planter d'ambiguïté. Et le savoir-faire d'agriculture, c'est de trouver la bonne ambiguïté sans se tromper. Alors, pourquoi c'est important? On sait garantir qu'on ne se trompe pas. Pourquoi c'est important? Les acteurs émergents de la robotique agricole sont tous en train de passer, et l'ont fait, sur du GPS RTK. Sont tous en train de passer sur du GPS RTK pour plein de raisons, et les tracteurs le font depuis ma naissance. Sauf que si le tracteur, la position est erronée, la position du GPS est erronée, c'est pas grave, il y a quelqu'un pour reprendre la main. Un robot, il n'y a personne pour se dire, oups, le GPS pense que je suis dans l'eau, alors qu'en fait, je suis dans mon champ. Et donc, ça peut poser des problèmes. Alors, comment certifier l'utilisation du RTK lorsqu'il n'y a plus de chauffeur? Pour des raisons sécuritaires, et en particulier, on ne veut pas que nos robots se retrouvent sur les routes. Donc, j'ai fini, j'ai bientôt fini, pour dire que Agriculture, donc grâce à notre maîtrise du RTK, on a développé un système de self-fencing qui va garantir que le robot ne sortira pas de son champ. Alors, quand je dis Agriculture, c'est en fait, on vend la solution à n'importe quel constructeur de robots ou de tracteurs autonomes. Et donc, on a actuellement beaucoup de partenariats pour intégrer cette solution, qui est la seule arrivée sur le marché qui permet de garantir avec le bon niveau de fiabilité. Alors, c'est quoi un niveau de fiabilité? Dans le monde de l'industrie, on choisit un cadre normatif, on fait une analyse de risque. Le risque, c'est que mon robot sorte de la route et provoque un accident. On développe des algos. Donc ça, c'est le savoir-faire historique d'agriculture.
issu d'une boîte qu'on a rachetée qui avait pas mal de millions d'euros de R&D sur ces sujets-là, mais également le logiciel, l'électronique. On travaille avec ST Microélectronique qui fournit des récepteurs automobiles qui ont des niveaux de safety pour l'automobile autonome, qui sont les seuls sur le marché actuellement à proposer des récepteurs avec ce niveau-là, le matériel, et puis bien sûr c'est le processus des utilisateurs. Voilà, et donc pour terminer, le boîtier, notre boîtier de positionnement et guidage connecté, qu'on certifie cette année, donc on en a produit une centaine d'exemplaires qui tournent sur différentes machines, et qui va permettre d'intégrer cette fonctionnalité de side fencing. Et bien entendu, le positionnement n'est pas le seul risque. Et donc, en fait, la solution qu'on propose est une solution intégrant l'arpentage du contour du périmètre de sécurité, sa validation, son intégration dans la solution robotique, pour être sûr, par exemple, que le périmètre de sécurité que va utiliser l'engin, le périmètre de sécurité que va utiliser l'engin, est bien celui qui a été réalisé par l'arpenteur. Donc voilà, c'était juste pour illustrer la complexité extrême technologique et réglementaire pour laisser un robot seul dans un champ et un grand challenge que rencontrent actuellement les roboticiens. Merci.